aller sur la logique mathématique, ok, ou bien plus précisément sur la logique propositionnelle, ok. Donc la logique propositionnelle. Bon, avant de commencer, je vais juste mettre l'accent sur le contexte de cette logique par rapport aux autres logiques qui existent, ok? Bon, la logique propositionnelle, de manière générale, une définition générale, est un ensemble de variables propositionnelles qui sont connectées entre eux et qui possèdent une valeur de vérité binaire, soit 0, soit 1, ok? Vrai ou faux. On n'a pas autre valeur, ok? C'est la propriété de la bivalence, ok? Bivalence, ça veut dire qu'on a deux valeurs de vérité. C'est pas comme la logique, par exemple, ternaire, où on a 0, 1, 2, ou bien vrai, faux et maybe, ok? Ou bien la logique floue. La logique floue qui ne possède pas la propriété de ce qu'on appelle la fonctionnalité. La fonctionnalité. Ici, si on a une formule logique qui se compose par exemple de A et B qui implique le C, la valeur de vérité de fait et la combinaison des valeurs de vérité qui sont affectées à l'ensemble des variables propositionnelles A, B et C et le résultat d'interprétation par les connecteurs logiques. Mais dans la logique floue, le résultat n'est pas la combinaison avec autre chose. Ok? Ça c'est la propriété de la vraie fonctionnalité. Deuxième, j'ai dit la bivalence. Bivalence, ici la valeur de vérité pour variable propositionnelle, variable qui possède comme valeur une proposition. On va voir tous les détails dans la suite. Ici, on trouve que deux valeurs, soit 0, soit 1, soit le vrai, soit le faux. Ok, on n'a pas autre valeur de vérité. Bon, la logique propositionnelle, regardez, la logique propositionnelle, donc possède ces deux propriétés. Et ici, on a un ensemble des variables proportionnelles connectées avec des connecteurs logiques. La valeur de vérité finale pour chaque formule logique, soit 0, soit 1. L'ajout de connecteurs universels et connecteurs existentiels. Donc, l'ajout de il existe, quel que soit, dans la logique proportionnelle, nous donne ce qu'on appelle la logique des prédicats. La logique des prédicats. Ici, on peut appeler ça la logique d'ordre 0. Dans le livre, vous allez voir ça. C'est mot technique, la logique d'ordre 0. Ici, la logique d'ordre 1. Ok, la logique d'ordre 1. Et pour les informaticiens en général, on a besoin de modéliser la notion de temps dans la logique. La notion de temps dans la logique. C'est pour ça qu'on trouve ce qu'on appelle la logique temporelle. La logique temporelle. Donc, l'ajout de la notion de temps, ou bien la modélisation de temps dans la logique, nous donne ce qu'on appelle la logique temporelle. Ici, bon, on trouve deux types, il y a CTL et LTL. Je ne vais pas entrer dans les détails, je vais laisser ça comme une boîte noire. Peut-être dans le futur, je vais faire un ou deux vidéos pour donner les détails de la logique temporelle. Ici, bon, la propriété essentielle qui est dans ce type de logique est que une proposition peut être vraie dans un intervalle de temps delta t et peut être fausse dans un autre intervalle delta t près. Ok. Bon. Donc ça c'est le contexte général. La logique propositionnelle est une logique qui vérifie les deux propriétés de vraie fonctionnalité, la valeur finale d'une formule logique et la combinaison d'interprétation entre les différentes variables proportionnelles qui la composent. La deuxième propriété, c'est la bivalence. Donc, on n'a que deux valeurs de vérité, 0 ou 1. Okay? On peut dire que l'ensemble d'arrivées de cette logique proportionnelle contient que 0 et 1.
je sais pas, on peut modéliser ça comme ça. Par exemple, ici, ensemble des variables proportionnelles A, B, C, D, je sais pas, fait, état essentiel. Ensemble de départ, ici l'ensemble d'arrivée, F. Ok, on a ici que le 1 et le 0. Par exemple, le A, l'interprétation de A possède ça, ça possède ça. Ok. Ok. Et la fonction, bien plus précisément ici, est une application parce que le domaine de définition de cette fonction qui est là, le domaine de définition de cette fonction qui est là est égal à l'ensemble de départ, donc est une application. Donc l'application logique ici qui permet d'interpréter ou bien d'affecter une valeur de vérité à une variable proportionnelle ici, elle s'appelle fonction de valuation. En général, dans le livre, vous allez trouver la notation V pour dire la valuation, l'interprétation, ok, le sens d'une variable proportionnelle, ok, ok. Donc on va détailler un peu. Chaque langage en général possède trois. Chaque langage bon, possède trois parties. Il y a la partie de la syntaxe. Comment on écrit des formules qui forment bien, bien qui suivent bien les règles de ce langage. La partie syntaxe, comment on peut écrire des formules qui sont bien dans cette logique. Donc la partie syntaxe, il y a la partie sémantique. Sémantique ici, c'est-à-dire on ajoute la notion de sens, l'interprétation à l'ensemble des syntaxes possibles. Ok, c'est le sens, c'est la signification des écritures qui sont là. Ok, donc dans chaque langage, il y a la partie syntaxe, la partie sémantique, la partie système de preuve ou bien système d'inférence. Ok, système de preuve. Moteur d'inférence, pardon. Ok, bon. Je vais commencer par la syntaxe. Bon, le noyau, ou bien la notion de base, c'est proposition. Proposition, ça veut dire quoi? Ça veut dire une assertion. Ok? C'est une assertion qui peut être vrai ou faux. Qui peut être vrai ou faux. L'un des deux. Ok? Variable propositionnelle. Lorsqu'on dit variable propositionnelle, une variable propositionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est comme par exemple dans un langage de programmation, on écrit, par exemple en Java, on écrit anti-x reçoit par exemple 10. Ça c'est la variable valeur. Ok. Ici on a dit, on dit cette variable peut contenir toutes les valeurs, toutes les entiers. Ok. Ici, c'est la même chose. On a des variables, mais c'est quoi la valeur ici? C'est des propositions, des assertions. Parmi les exemples, je peux vous donner un exemple d'une assertion, bien une proposition. Par exemple, il neige. Ça représente P. Il neige, tout simplement. Ça, par exemple, il pleut. Un autre exemple. Et pour combiner les deux, par exemple, on peut dire on a P et la négation de Q, bien de phi. Ok, ça représente formule, par exemple, Q. Q représente ça. Ok. Donc, ici, on a des propositions qui sont atomiques. Atomique, ça veut dire non décomposable. On ne peut pas la décomposer. Ici, c'est comme l'unité. On n'a pas autre chose à décomposer ici. Ok, mais lorsqu'on prend Q ici, c'est une composition entre des variables proportionnelles. C'est pour ça qu'on dit ici
Q est une proposition, ou bien variable propositionnelle composée, parce qu'on peut le décomposer. Ok, on a une composition des variables propositionnelles ici. Ok, donc proposition, ou bien variable propositionnelle, proposition peut être atomique, ou bien composée. Ok, ok. Donc ça c'est la proposition. On va parler sur les moyens d'articulation entre les variables propositionnelles qui sont les connecteurs logiques. Les connecteurs logiques. Ici on a la négation, la conjonction, disjonction, implication, équivalence. Ok, la négation, la conjonction, le et, la disjonction, c'est le ou, le choix. Le et, conjonction, c'est l'obligation. Ici, c'est le choix. Ici, c'est l'implication. Ici, c'est l'équivalence qui est une implication dans les deux sens, tout simplement. Ok, donc on utilise ces connecteurs pour les appliquer sur l'ensemble des variables propositionnelles. La négation est un connecteur unaire qui possède un seul argument d'entrée ou bien un seul paramètre qui est la variable propositionnelle. On a ici une seule variable proportionnelle, la négation de A. Si le A est vrai, la négation de A est fausse. Si le A est fausse, la négation de A est vraie, tout simplement. C'est le contraire. Le contraire de 1, c'est 0, 0. Le contraire de 0, c'est 1. OK? Donc, ça, c'est un opérateur unaire. La conjonction, disjonction, l'implication et l'équivalence des connecteurs binaires qui nécessitent deux arguments en entrée. OK? Deux valeurs en entrée. On ne peut pas appliquer le et sur une seule variable proportionnelle, mais s'applique sur deux entrées. OK? Sur deux entrées, soit composées, soit atomiques. Ça n'a pas, il n'y a pas de restriction sur ça. L'essentiel, deux opérandes en entrée. OK? Ok, donc on a ici la négation, la conjonction par exemple le A et le B, ici la disjonction le A ou B, l'implication A implique B, l'équivalence A équivalent de B. Pour la notation, dans les livres, vous allez trouver par exemple des livres qui utilisent cette notation pour représenter la négation. On peut aussi trouver notre notation comme ça, c'est la variable, pardon. Ça, c'est la variable propositionnelle, la négation. Comme ça ou bien comme ça, deux notations. La conjonction, il n'y a que cette notation, le et. Ok. Le et, dans le langage de programmation, bon, en général, on trouve soit le and de manière explicite, and comme ça, de manière explicite, ou bien and comme ça. Ok. Dans le langage de programmation, on modélise ça comme ça. Le ou, la disjonction. La disjonction, il y a OR dans le langage de programmation, ou bien il y a les deux barres comme ça pour représenter le OU, ok, l'un des deux. L'implication, soit on utilise cette notation, soit on utilise cette notation comme ça. Les deux signifient l'implication, ok. L'équivalence, soit on utilise cette notation, ou bien cette notation, trois lignes. Ok, donc ici, trois notations, deux notations, une seule notation dans les livres, je parle. Ici, c'est le côté juste entre parenthèses. La négation, deux notations. Ok, donc tout simplement pour donner un sens à ou bien pour voir l'impact de ces opérateurs sur l'ensemble des opérandes. Donc, il suffit de faire la table de vérité. Bon, ça, c'est simple. Moi, je ne vais pas entrer dans tous les petits détails. Par exemple, on a ici le A, la négation de A. Donc, A possède deux valeurs, soit 0 et 1. Donc, 1, 0 tout simplement. Et la conjonction ici, les deux doivent être 1, 1 pour trouver le vrai. Ici, il suffit de trouver une seule. A implique le B, ça c'est équivalent de dire, ça c'est l'équivalent de dire la négation de A ou B. A est équivalent de B si le A implique le B et le B implique
de A en même temps, tout simplement. Ok. Ça, les différents connecteurs logiques. Bien sûr, il y a un ordre de priorité entre les différents connecteurs. Il y a un ordre de priorité. Il est comme ça. Ordre de priorité. Donc, la priorité. Donc, l'ordre ici, la négation. La négation est la plus prioritaire par rapport aux autres. Conjonction et disjonction. Donc, ici, priorité à gauche. Je vais expliquer ça. Priorité à gauche. Ici, c'est l'implication et l'équivalence. Aussi, priorité à gauche. Ça, c'est le sens de la priorité. Le plus prioritaire, le moins prioritaire. Priorité entre priorité verticale, priorité horizontale. Ici, c'est à gauche. Ça veut dire quoi? Si on a A et B et C ou D. Donc, je vais commencer par calculer B ou C. Calculer la valeur de B ou C, ou bien je commence par C ou D, ou bien je commence par A ou B. Si la priorité c'est à gauche. Ok. C'est comme. Ok, la priorité c'est à gauche ici. Donc, le plus gauche, c'est le plus près. On commence par ça, puis par ça, puis par ça, tout simplement. Ok. La même chose pour l'implication et l'équivalence. Si on a par exemple A implique B, implique C, implique D, équivalent de H. Comme ça, des variables proportionnelles. Donc, comme ça, on commence par ça. A implique B, puis ça, puis ça, puis ça. Ok, donc les parenthèses ont un rôle de priorité pour donner un sens à l'ordre d'exécution. Ok. Ok, entre eux, par exemple, si on prend A et B implique C équivalent de H ou Q. Comme ça, on fait quoi? Comme ça, regardez. Bon, il n'y a pas de négation. Le et le ou qui sont prioritaires par rapport à l'implication et l'équivalence. On a l'implication, on a l'équivalence, mais la priorité est pour la conjonction et la disjonction. Donc ça c'est prioritaire, et puis ça c'est prioritaire, et puis on fait quoi? Comme ça. Parce que priorité à gauche entre l'implication et l'équivalence, tout simplement. Ok, donc le connecteur principal ici, c'est l'équivalence. Si on a par exemple, pour simplifier les choses, bon, si on a par exemple, on a A, et négation de B, négation de C, et je sais pas, et Q par exemple, ou bien implique Q, hein, comme ça, implique Q. Donc ici la priorité c'est pour la négation, ça en premier, ça en deuxième, ça en troisième, ça c'est le quatrième. Et puis, on a deux opérandes pour l'implication. Ok. Ok. Donc, quoi aussi? Donc, on a parlé sur les connecteurs, sur la priorité. Ok. Maintenant, on va parler sur comment on peut modéliser ces choses-là pour l'ordinateur. La modélisation compréhensible par l'ordinateur. Sur la machine en général, la machine utilise ce qu'on appelle la notation polonaise. Okay? Dans la logique, on utilise ce qu'on appelle la notation polonaise. La notation polonaise, ça veut dire quoi? Ça veut dire on doit construire, on fait la construction. Donc on fait la construction d'un arbre de décomposition. Pour une formule faite par exemple. Par exemple, si on a fait, ok, qui est défini comme ça. Par exemple, définit que A
et B implique C ou D équivalent de H. Ici, on doit sélectionner c'est quoi le connecteur principal. Regardez, ça c'est l'ordre de priorité à gauche, comme ça, et puis ça c'est l'équivalence, ça c'est la partie gauche, ça c'est la partie droite de cette opérande principale. Donc ici on sélectionne le connecteur principal qui est ici l'équivalence entre cette partie et cette partie. Donc on le divise sur 2. Donc ici on n'a que le H, variable proportionnelle. Ici ça représente une feuille de l'arbre. Ok. Et cette partie on a quoi? On a A et B implique C ou D. Le connecteur principal, c'est l'implication ici. On divise ça sur 2. Ici on a C ou D. Ici on a A et B. On divise ça sur 2. Donc ici on a C et D. Feuille. A et B. Feuille. Ok. Donc ici dans les feuilles, on trouve que des variables propositionnelles. Maintenant, après la construction de cet arbre, comment on peut faire la notation polonaise? Ici, il suffit d'appliquer un parcours de l'arbre qui s'appelle le parcours par profondeur. Parcours par profondeur. Profondeur se base, bon, la règle générale, c'est parent, fils, fils. Parent, fils, fils, je vais expliquer ça, qu'est-ce que ça veut dire ça. Si on a arbre, si on a par exemple ici arbre binaire, ça c'est un nœud fils, ça c'est le parent, fils, fils. Les deux frères, le parent, ok. Bon, ici par exemple, on a ici, ça c'est le parent de ces deux fils, ça c'est le parent par exemple de ces deux fils. Lorsqu'on applique la règle, ça c'est la racine root, lorsqu'on applique parent, fils, fils, parent, fils, fils, parent le premier, fils, fils. Mais attendez, regardez ici le cas de base, c'est parent, fils, fils. Gauche bien sûr, gauche le premier, parent, fils, fils. 3. C'est ça l'ordre de parcours ou bien de visite de l'ensemble des nœuds. Ici, si on a un arbre compliqué un peu comme ça, par exemple, on peut compliquer les choses comme ça. Donc ici, c'est quoi le parent? C'est ça, ça c'est le premier à visiter. C'est le 1, d'accord. C'est quoi le fils? On considère tout ça comme fils. Parent, fils, fils. Parent, fils, fils. Ok? Donc le deuxième, c'est tout ça. Tout ça, le deuxième. Et ça, c'est le troisième. Mais le deuxième est une sous-arbre. Un sous-arbre. Dans ce cas-là, on doit parcourir cette sous-arbre aussi. On réapplique la même règle. C'est comme ici, si un niveau 0 de parcours, niveau 1, ainsi de suite. Ok? Dans ce niveau-là, c'est qui le parent, c'est ça. Mais dans notre ordre, ça devient le 2. Parent, c'est qui le fils, c'est cette côté-là. Ça aussi considéré comme sous-arbre. Ok? Donc ici, ça aussi, c'est un parent. On applique un parent, fils, fils. Donc 2, ici on fait 3, ici on fait 4, on fait 5. On fait ici quoi? 5, 6. Il n'y a pas de fils gauche, parent, fils, fils. Donc 6, 7. Donc on a terminé ici. Parent, fils, on a terminé avec ce fils-là. On passe à l'autre fils. Ok, mais ici on a 7, on met ici 8. Ok? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? On applique la même chose ici. On applique la même chose ici. Donc on commence par ça, ça c'est le parent. Ça veut dire ici, ce nœud-là contient quoi? Contient l'équivalence. Donc ça c'est le premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc maintenant, on écrit quoi? La notation polonaise qui est utilisée sur la machine. Donc on écrit quoi pour la machine? On écrit comme ça. Le 1, c'est l'équivalence. 2, c'est l'implication. 3, c'est la conjonction.
On écrit l'opérateur. 4 variables propositionnelles A, B, ou C, D, H. Et le sens de la lecture est comme ça. C'est ça, le sens de la lecture. Ok. Donc l'ordinateur fait quoi? Il commence par ici. Ça, c'est un variable propositionnelle. On fait rien. Variable propositionnelle, on fait rien. Le D. Variable propositionnelle, C, on fait rien. Le OU est un opérateur. Le OU est un opérateur qui nécessite deux opérandes en entrée, deux arguments. C'est qui? C'est le C et le D. Okay. Donc il va faire cette opération. CID possède des valeurs de vérité, soit 0, soit 1. Donc il calcule le OU entre C et le D. Le résultat maintenant est considéré comme une seule valeur. On est là. B, variable proportionnelle, le A. B, variable proportionnelle, le A. Variable proportionnelle, le E. Conjonction entre deux opérandes. On a besoin de deux opérandes. C'est qui les deux opérandes? Le A et le B. On applique ça sur A et B. On a terminé ici. On arrive à l'implication. L'implication est un opérateur qui nécessite deux opérandes. Le premier opérande, deuxième opérande. Donc on applique l'implication entre ça et ça. Ça veut dire ça implique ça. Donc on a terminé avec tout ça. On calcule tout ça. Et puis on est là. L'équivalence. L'équivalence entre quoi? Entre tout ça. Entre ça. Le H. Donc on fait l'équivalence entre ça et le H. Pour reconstruire ça. Ok, sur la machine on utilise cette notation. C'est simple, c'est pas compliqué. Bon. Donc la notation polonaise, l'arbre de décomposition, et quoi aussi. Maintenant on va parler sur donc on a parlé sur l'ordre de priorité, l'arbre de décomposition, la notation polonaise. Il y a aussi la notion de la longueur, la profondeur, et la notion de longueur, profondeur, la complexité. Bon, la longueur ici, tout simplement, c'est le nombre des variables proposition. C'est le nombre des caractères, pardon. C'est le nombre des caractères. Le nombre des caractères, tout simplement. Caractère, ça veut dire quoi, pardonnez-moi? Par exemple, ça, nombre des caractères, ça veut dire ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, même les parenthèses, on doit les calculer, ok? C'est ça la notion de longueur. La profondeur, c'est la définition de la théorie des graphes, de la profondeur d'un arbre. Donc ici, regardez, cet arbre, c'est la racine, les deux fils, deux fils, deux fils et deux fils. Ok, donc ça c'est le niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc la profondeur est égale 3, tout simplement. Okay. Donc on a défini la longueur, la profondeur, la complexité, c'est le nombre des connecteurs utilisés. Tout simplement. Ok. Ok. Maintenant on parle sur tout ça, c'est dans le contexte de la syntaxe. Maintenant, on va parler sur la substitution. Substitution. Il y a substitution simple. Il y a substitution composée. Substitution
simultanée et substitution composée. Bon. Ici, si de simple ou bien simultané, c'est juste simultané, c'est une définition générale de la substitution simple. Substitution, ça veut dire le remplacement d'une variable proportionnelle par une autre, tout simplement. Si on note comme ça, fait, c'est notre formule, et ici, on écrit par exemple ici alpha A, ça veut dire dans fait, à l'intérieur de fait, remplacer toutes les apparences, toutes les occurrences de A par alpha. Ou bien remplacer A par alpha dans fait, tout simplement. Si le fait par exemple, bon, fait par exemple, si A et B impliquent C. Comme ça. Ici, on écrit par exemple remplacer toutes les occurrences, ou bien toutes les occurrences de A par C dans cette formule. Ça veut dire ça, c'est équivalent de quoi? On remplace le A tout simplement par le C. Donc ça devient quoi? C et B impliquent C. On remplace le A par C. Ok. Maintenant, simultané. La substitution simultanée, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'on écrit A et B implique C, on peut faire la première substitution comme ça, et puis par exemple B par H, et puis par exemple remplacer le C par B. Donc ici on fait quoi? On remplace le A par C. Ça nous donne quoi? On remplace le A par C ici. A par C. Donc on a C et B implique C. Ici on a B par H. Regardez. B par H, on remplace ici. B par H. Donc on trouve A et H implique C. Ici on remplace le C par B. On remplace le C par B. C'est pas ici, mais ici. Je vais vous donner un exemple. Ici A et H. Ici c'est la même chose. C par B. On trouve A et H implique le B. Le sens de simultané, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on a par exemple H remplacer le A par B, remplacer le A par B, remplacer le B par C, comme ça. Cette substitution doit être appliquée sur le premier formule qui est là. C'est pas sur les différents résultats. Ok? C'est ça le sens de simultané. C'est-à-dire tout ça, on l'applique en même temps ici. Dans T0. C'est pas T0, c'est pas dans T0, je remplace le A par B, puis dans T1, bien T0 plus Y, je remplace le B par C. Non, les deux dans T0. Ça veut dire quoi ici? Lorsqu'on remplace le A par B, ça devient quoi? Ça devient comme ça. A par B. Donc ici B. Et B ou C implique H. Maintenant, on ne dit pas qu'on va remplacer le B par C ici. C'est comme on oublie ça. Non, ici. C'est comme en même temps. Ok? On remplace le B par C ici. Ce B-là, on ne le touche pas. C'est comme on a A et. Ok? Donc, remplacer le B par C. Donc, ici, on a le B. Ça devient C. Donc, le résultat est comme ça. Ça, c'est B. Ok? Ici, c'est E ou C. H. C ou C, on peut simplifier maintenant ça. Ça équivaut C ou C, ça veut dire C. Donc, on a B et C.
Ok, ça revient à la même chose parce qu'ici, si on fait, bon, si on fait des parenthèses, ça signifie quoi? Ça signifie B et C comme ça, ou C. Ici, on fait la distribution de la disjonction sur la conjonction. Donc, on a B et C ou C. Pardon, on a B ou C, tout ça est B, C ou C. Donc C aussi, si C, donc on trouve B aussi. On revient à la même chose, on oublie. Donc essentiel, on a B et C ou C implique le H. Ok, c'est comme ça. Ok. Ok. Il nous reste la substitution. Il nous reste la substitution composée. Substitution composée. Ça veut dire quoi? On a ici notre formule. On fait le remplacement, par exemple, ici de A1 par alpha 1. Tout ça, le résultat obtenu maintenant, c'est pas simultané. On peut utiliser la substitution simultanée dans ce niveau-là, mais le résultat sera utilisé comme un input à une autre substitution. Donc ici, dans le fait, remplacer toutes les occurrences de A1 par alpha 1. Et puis, on fait ici, regardez la notation, une autre substitution, par exemple alpha 2, A2. Un autre niveau. Ça, c'est substitution dans le temps T0. Ça, c'est une substitution dans le temps T1. Hein? Ok. Et ici, on peut rajouter un autre niveau de substitution alpha 3, comme ça. Substitution dans un autre intervalle de temps T2, ainsi de suite. Ok, donc si on a par exemple ici A implique B et C, on fait ici une substitution par exemple, remplacer le B par A et dans le résultat remplacer par exemple le A par B. Donc dans ce cas-là, cette partie nous donne quoi? On remplace le B par A. Donc A implique A et B. Ok, A implique A et B. Le résultat, il nous reste cette substitution. Donc ça, équivalent. Ici, on remplace le A par B. B et B. Ok. Ok. Merci. See you next video.